Une petite fille a trouvé une robe blanche qui lui allait parfaitement, mais quelque chose n'allait pas. Bonjour à tous. Profitez de ces moments de détente pendant que vous regardez. Lucie, réveille-toi, ma chérie. Tu vas être en retard à l'école. La voix de Marie résonna dans l'espace humide et exigu où la mère et la fille vivaient, entassées dans une pièce d'à peine 10 mètres carrés. Lucie frotta ses yeux et s'assit sur le mince matelas posé sur le carrelage gris sale. La fillette de 10 ans était maigre, ses cheveux un enchevêtrement de nœuds, et elle portait un t-shirt délavé si usé que le motif sur le tissu n'était plus visible. Maman, je n'ai pas de veste aujourd'hui. L'ancienne est déchirée, dit doucement Lucie, jetant un coup d'œil à la seule chemise blanche qu'elle avait, qui était brûlée à l'épaule. Marie soupira. Porte simplement mon pull pour l'instant. Il est trop grand, mais c'est mieux que rien. Lucie hocha la tête docilement. Elle enfila le pull gris cendré qui sentait le renfermer, puis mit son sac à dos à la bretelle cassée. Dehors, le bidonville du district de South Point était rempli de bruits familiers, des chiens qui aboient, les chariots cliquetant des vendeurs de petits déjeuners et des ivrognes qui se disputent. Le quartier n'avait que des toits de tôle affaissés, des murs moisis et des ruelles si étroites que 2 personnes devaient se tourner de côté pour se croiser. Lucie, attends, appela une voix de fille. C'était Émilie, leur voisine et camarade de classe. N'apportes-tu pas ta boîte à lunch aujourd'hui? Lucie secoua la tête. Ma mère n'a pas eu le temps de cuisiner. Émilie jeta un coup d'œil au sac à dos déchiré de Lucie, puis baissa les yeux. Peut-être. Je te donnerai la moitié de mon sandwich. Lucie sourit faiblement, ses yeux s'illuminant. Vraiment? Oui, mais ne le dis pas à ma mère. Si elle le découvre, elle me criera dessus pour avoir été stupide. Les 2 filles marchèrent ensemble jusqu'à l'école. L'école primaire Frédéric Douglas n'était qu'à environ 10 minutes à pied de leur chambre, mais le chemin semblait interminable pour leurs petits pieds, pataugeant dans la boue, évitant les ordures et les crottes de chiens. À la porte de l'école, les enfants riches portaient des uniformes propres et des baskets de luxe. Lucie et Émilie se blottirent dans un coin, évitant leurs regards méprisants. « Je déteste cette jupe », murmura Lucie. « Elle est courte et délavée. »« Alors, que veux-tu » demanda Émilie. « Une robe blanche. Longue, fluide avec de la dentelle comme une princesse. Comme celle que je vois dans ces films d'animation au cybercafé. » Émilie rit. « Une robe de princesse ? Tu regardes trop de dessins animés. Personne ne porte de robe blanche dans la rue dans la vraie vie. » Lucie sourit, mais il y avait de la tristesse dans ses yeux. « Tu ne comprends pas. Quand je porte du blanc, je me sens propre, comme si je ne vivais plus dans cet endroit immonde. » Émilie se tut. Cette phrase était trop sincère et lui resta en travers de la gorge. L'après-midi, après l'école, Lucie ne rentra pas directement chez elle. Elle s'arrêta au vieux cybercafé du coin où les enfants pouvaient regarder des dessins animés pour $1 de l'heure. « Salut, monsieur Steven. » Lucie salua poliment. « Bonjour, petite princesse. » Steven, le propriétaire d'âge moyen du magasin à l'humour blagueur, répondit. « Les mêmes vieux dessins animés. » Lucie hocha la tête. « Juste 30 minutes, s'il vous plaît. » Steven alluma l'ordinateur et jeta un coup d'œil à son mince portefeuille. « Combien te manque-t-il aujourd'hui » Lucie rougit. « Je n'ai que 200. » Steven soupira, sortit son propre argent et couvrit le reste. « C'est la dernière fois, d'accord ? Si tu ne me rembourses pas, je te ferai nettoyer les claviers. Je te le promets. » Lucie exulta, grimpant sur une chaise en bois usé, les yeux rivés sur l'écran. À l'écran, une princesse blonde tourbillonnait dans une robe blanche éblouissante sous les lumières du palais. Lucie oublia tout ce qui l'entourait. Elle aurait souhaité être cette princesse, ne serait-ce qu'une seule fois. Quand l'horloge sonna 6 heures, Lucie se dépêcha de sortir. Sa mère serait bientôt à la maison après son travail de nettoyage au magasin de mode de luxe, et Lucie voulait préparer le dîner d'abord pour soulager le fardeau de sa mère. Mais quand elle rentra à la maison, la porte était déjà ouverte. À l'intérieur, Marie était assise et haletait, tenant un sac en plastique blanc. « Tu es rentrée tôt ?» demanda Lucie. Marie hocha la tête,
la sueur coulant sur son visage. Mon Dieu, je suis si fatiguée aujourd'hui. Mais j'ai un cadeau pour toi. Un cadeau? Les yeux de Lucie pétillèrent. Marie ouvrit lentement le sac en plastique, révélant une robe blanche. Bien que légèrement froissée et effilochée à l'ourlet, elle était toujours magnifique. De la dentelle au col, des coutures délicates et une couche transparente de tulle flottaient comme de la brume. La mâchoire de Lucie tomba, incapable de croire à ses yeux. « Maman, d'où vient cette robe ?» Marie évita le regard de sa fille. « Du magasin. Elle est défectueuse. Ils allaient la jeter. »« Vraiment ? Vraiment, dit fermement Marie. Mais tu ne peux la porter qu'à la maison. »« D'accord. Ne la sors pas dehors. »« Pourquoi pas ? » ?»« Parce que je ne veux pas que les gens se moquent. L'ourlet est un peu déchiré. Tu ne veux pas qu'on se moque de toi, n'est-ce pas ? » Lucie hésita, puis hocha la tête. « D'accord, va te laver les mains. Je vais réchauffer le riz. » Lucie berça la robe comme un trésor et courut à l'intérieur, le cœur battant. Son rêve était enfin devenu réalité. Cette nuit-là, pendant que Marie dormait profondément, Lucie resta éveillée. La robe était suspendue juste au-dessus de son lit, brillant presque dans la faible lumière jaune. Elle tendit la main et caressa doucement le tissu fin, ses doigts tremblants. « Demain, je laisserai juste à l'intérieur de la maison, » se murmura-t-elle. Mais alors le souvenir des yeux de sa mère lorsqu'elle lui avait donné la robe lui revint en mémoire. Il y avait eu quelque chose dans ce regard, une inquiétude qu'elle ne pouvait nommer. Pourquoi sa mère ne la regardait-elle pas dans les yeux? Pourquoi était-elle si tendue quand Lucie demandait? Lucie se tourna et se retourna, incapable de dormir. Elle écouta le bruit des rats sur le toit de tôle, les chiens aboyant depuis la ruelle et son estomac gargouillant de faim. « Maman, » murmura-t-elle. Il n'y eut pas de réponse. « Je sais que tu ne m'as pas tout dit, » dit doucement Lucie. « Mais je prendrai bien soin de la robe. Je le promets. » Elle ferma les yeux, tenant toujours l'ourlet de la robe. Dans son rêve, elle se tenait sur une grande place, sa robe blanche flottant, la foule l'applaudissant, l'appelant princesse. Personne ne la regardait plus avec dédain. Le lendemain matin, Lucie se réveilla très tôt, plus tôt que d'habitude, avant même que sa mère n'appelle. Elle s'assit droite, les yeux fixés sur la robe blanche suspendue à la chaise en bois près de la fenêtre. La lumière du matin rentrait, donnant à la robe l'impression de briller. Le cœur de Lucie s'emballa. « Je vais juste l'essayer un petit peu, » murmura-t-elle en s'avançant les mains tremblantes. La robe allait à sa silhouette maigre comme si elle avait été taillée pour elle. Elle était un peu longue, effleurant ses chevilles, mais étrangement parfaite. Lucie tourna sur elle-même devant le miroir ébréché, ses cheveux crépus volant doucement avec son mouvement. « Que fais-tu » La voix de Marie retentit derrière elle, surprenant Lucie. Elle se retourna brusquement, le visage rouge. J'étais juste en train de l'essayer, maman. Je ne la porterai pas dehors. Je le promets. Marie la regarda attentivement, puis soupira. Très bien, mais enlève-la maintenant. Ne laisse personne voir. Cette robe n'a pas sa place ici. Mais maman, elle est si belle. J'ai l'impression de ne plus être moi-même, dit Lucie d'un air rêveur. Ce ne sont que des vêtements, Lucie. Nous sommes toujours les mêmes personnes, peu importe ce que nous portons. Marie la coupa, les yeux tendus. Enlève-la. Je vais réchauffer la bouillie d'hier soir. Lucie hocha la tête et passa derrière le rideau pour se changer. Alors qu'elle pliait soigneusement la robe, elle remarqua que la main de sa mère tremblait légèrement en la prenant. Cette étrange sensation revint. Ce jour-là, Marie n'alla pas travailler, chose rare au milieu de la semaine. Elle était assise tranquillement près de la fenêtre, les yeux fixés sur la ruelle remplie d'ordures comme si elle attendait quelqu'un ou cachait quelque chose. « Maman, tu ne vas pas travailler ?» demanda Lucie, tenant un petit bol de bouillie. « Non, je suis en congé aujourd'hui. Les affaires sont lentes, alors ils nous donnent des jours de congé rotatifs, » répondit Marie en évitant son regard. Lucie ne dit rien. Sa mère ne manquait jamais volontairement le travail.
Peu importe sa fatigue, Marie quittait toujours la maison avant le lever du soleil, portant sa serpillière et son sac marron usé. Aujourd'hui, elle était assise là, silencieuse et mal à l'aise. L'après-midi, une voiture noire brillante s'arrêta devant le bidonville. Un spectacle inhabituel qui attira des regards curieux. Une femme en sortit vêtue d'une chemise blanche, portant des lunettes de soleil surdimensionnées qui couvraient la majeure partie de son visage. Ses talons claquèrent brusquement sur le sol humide. « Excusez-moi, y a-t-il une Marie Anderson ici ?» Sa voix était froide et tranchante. Des badauds montrèrent du doigt la chambre numéro 9. Lucie lavait la vaisselle quand elle entendit frapper fort à la porte. Sa mère ouvrit et pâlit immédiatement à la vue de la visiteuse. « Laura Martin », balbutia Marie. Lucie se cacha derrière le rideau, retenant son souffle pour écouter. « Alors, vous vous souvenez encore de moi, Madame Marie ?» Laura enleva ses lunettes de soleil, révélant des yeux perçants. « Je pensais que vous aviez démissionné pour de bon. » Marie bloqua la porte, essayant de garder sa voix stable. « Je pensais que c'était des ordures. Je ne savais pas. » « Ne jouez pas l'innocente avec moi, » interrompit Laura. Cette robe n'était pas défectueuse. C'était un prototype exclusif de notre nouvelle collection. À quoi pensiez-vous? La ramener à la maison pour que votre fille la porte? Lucie sentit un frisson lui parcourir l'échine. Elle se mordit la lèvre, serrant fermement le rideau. La robe n'était pas des ordures. Alors maman l'a-t-elle volée? Personne ne m'a dit qu'elle était encore utilisable. Elle était froissée et dans un sac poubelle. Je pensais qu'il l'avait jetée, dit Marie, la voix tremblante. Laura ricana. Vous pensez qu'une boutique de mode est une décharge? Pour qui vous prenez-vous pour prendre ce qui ne vous appartient pas? Je suis désolée. Je vais la rendre. Ou je peux faire des heures supplémentaires pour compenser. Laura croisa les bras. Je ne suis pas venue ici pour négocier. Je suis venue pour donner un avertissement. Si cela se sait, la réputation du magasin pourrait être endommagée. Et vous connaissez les règles, n'est-ce pas, Marie? Marie baissa la tête, les mains serrées. Je suis désolée. S'il vous plaît, n'appelez pas la police. J'ai une petite enfant. Laura jeta un coup d'œil à la pièce, ses yeux balayant les murs tachés de moisissures, les chaises aux pieds cassés et les armoires en contreplaqué déformées. Votre enfant, où est-elle? Marie se retourna. Elle dort. Et que lui apprenez-vous? Que le fait d'être pauvre vous donne le droit de voler. Lucie serra les poings si fort que ses jointures devinrent blanches. Elle voulait se précipiter et crier au visage de cette femme, mais elle avait peur. Elle n'avait jamais vu sa mère avoir l'air si vaincue. C'est la première fois. Je le jure, balbutia Marie. Je ne voulais pas, première fois, dernière fois, ou peu importe le nombre, ça n'a pas d'importance, dit froidement Laura. Vous m'avez embarrassée devant le directeur. Vous pensez que quelques mots d'excuse suffisent? Elle se tourna pour partir, jetant une dernière remarque cruelle par-dessus son épaule. Vous et votre fille vivez dans les ordures, mais vous rêvez de porter des robes blanches. Pathétique. La porte claqua. Marie resta figée. Lucie s'effondra sur le sol, les larmes coulant sur son visage. Ce soir-là, le dîner fut silencieux. Marie ne mangea pas. Elle resta assise et fixa la robe pliée posée sur le dessus de l'armoire. Maman. Lucie prit la parole. Oui, cette robe. Je n'en veux plus. Tu peux la rendre. Marie se tut, regardant sa fille. Tu as tout entendu. Lucie hocha la tête. J'ai tout entendu. Je ne te blâme pas. Je me sens juste triste. Marie s'étouffa. Je voulais juste te rendre heureuse. Tu as toujours rêvé d'une robe blanche. Je n'ai pas réfléchi. Quand je l'ai vue dans la pile d'articles endommagés, j'ai pensé qu'il l'avait jetée. Ce n'est pas grave, maman. Lucie la serra dans ses bras. Je t'aime. Le lendemain matin, Marie apporta la robe au magasin, espérant arranger les choses. Mais dès son arrivée, le gardien de sécurité la bloqua. Vous n'êtes pas autorisé à entrer, dit-il sèchement.
Mais je suis venue rendre la robe. J'ai besoin de voir mademoiselle Laura. Vous avez été bannie du magasin. Si vous ne partez pas, j'appellerai la police. Marie resta immobile devant les portes en verre étincelantes, celles-là même qu'elle avait l'habitude de nettoyer tous les jours. Maintenant, elle n'était plus qu'une ombre que personne ne voulait voir. Lucie retrouva sa mère à la maison et la trouva plus silencieuse que jamais. « Maman, ont-ils repris la robe ?» Marie secoua la tête. « Ce n'est pas grave. Je chercherai ailleurs. Concentre-toi sur l'école. Oublie cette stupide robe. » Lucie regarda sa mère, le cœur lourd. Elle sentit que la robe avait emporté non seulement sa joie, mais aussi la faible lueur d'espoir dans les yeux de sa mère. Ce soir-là, le bidonville du district de South Point était calme sous une légère bruine. L'eau gouttait du toit de tôle rouillée, éclaboussant des flaques d'eau stagnantes qui n'avaient jamais complètement séché. Dans la pièce sombre, Lucie se recroquevilla sous la couverture, mais garda les yeux ouverts, fixant le coin où la robe blanche était suspendue en silence. La robe ne la rendait plus heureuse. Elle était juste là comme une ombre, comme une preuve que quelque chose n'allait pas. « Maman » murmura Lucie. Marie était allongée, le dos tourné, toujours éveillée. « Qu'y a-t-il, ma chérie ? Tu vas travailler demain ? » « Non, je prends quelques jours de congé. » Lucie hésita à cause de la robe. Marie ne répondit pas. Les deux restèrent assises en silence pendant un long moment. Lucie reprit la parole. « Ils t'ont renvoyée à cause de ça, maman ?» Marie se retourna et prit la main de sa fille. « Ne t'inquiète pas. Ce n'est pas de ta faute. Peu importe ce qui arrive, je suis toujours là. Je le promets. » Lucie hocha la tête, mais son cœur était mal à l'aise. Elle pouvait sentir l'inquiétude dans les yeux de sa mère. Ce n'était pas dit, mais c'était là comme une fine poussière flottant dans l'air, se glissant dans chaque respiration. Le lendemain matin, Marie resta au lit. Lucie se prépara seule. Elle enfila sa chemise usée, mit le pull surdimensionné de sa mère et quitta tranquillement la maison. À l'école, Émilie lui fit un signe de la main, mais Lucie ne fit qu'un léger signe de tête et ne dit rien. Elle entra tranquillement dans la salle de classe, ne rit pas, ne participa pas aux travaux de groupe, ne répondit pas quand le professeur l'interrogea. Pendant la récréation, Émilie courut vers elle et lui prit la main. « Lucie, qu'est-ce qui ne va pas ? Tu es malade ?» Lucie secoua la tête. « Non, juste fatiguée. »« Ta mère va bien ?» demanda doucement Émilie. « Je ne sais pas. On dirait que non. Elle s'est fait gronder à cause de la robe. » Les yeux d'Émilie s'écarquillèrent. « La blanche. » Lucie hocha la tête. Ce n'était pas des ordures. Elle venait d'un magasin de luxe. Il pensait que ma mère l'avait volée. Émilie resta sans voix. « Oh mon Dieu !» Lucie regarda au loin. « Maintenant, je ne peux même plus regarder la robe. Elle est belle, mais elle me fait peur. » Cet après-midi-là, Lucie rentra à la maison et trouva sa mère assise à la table, quelques feuilles de papier et un vieux cahier devant elle. « Que fais-tu, maman ?» demanda Lucie. « J'écris les endroits qui embauchent. Je prévois de chercher du travail demain. Penses-tu que quelqu'un t'embauchera ? Je ne sais pas, mais je dois essayer. » Marie fit un faible sourire. Lucie baissa la tête. « Si je n'avais pas dit que je voulais une robe blanche, tu ne l'aurais pas prise. Tu n'aurais pas été renvoyée. »« Non, non, Lucie. » Marie prit la main de sa fille. « Ne te blâme pas. Tu as le droit de rêver. C'est moi qui ai pris la mauvaise décision. » Lucie s'étouffa. « Je voulais juste que tu sois heureuse. Je déteste te voir lutter. »« On s'en sortira, » murmura Marie. Mais même elle ne savait pas par où recommencer. Le lendemain, Marie enfila son vieux manteau, le visage pâle et usé, et transporta son CV à travers la ville, s'arrêtant dans les magasins pour demander du travail. Mais partout où elle allait, elle ne recevait que des refus. Dans une boulangerie appelée Sunrise Bakery. Le propriétaire, un homme nommé Matthew Graham, jeta un coup d'œil à son CV et fit un sourire forcé. « Vous avez travaillé à la boutique Zara ? » « Oui, cet endroit est bien connu, mais dernièrement,
On a parlé de quelqu'un qui aurait volé un échantillon de conception. Marie se figea. Je n'ai pas désolé, nous ne pouvons embaucher personne lié à cela, dit fermement Matthew. Marie partit en silence, marchant dans les rues d'un pas lourd. Le soleil de midi brillait sur le trottoir, mais Marie sentait un poids encore plus lourd dans sa poitrine. À la maison, Lucie était assise seule. Elle fixa la robe, l'étudiant à la lumière du jour pour la première fois. Elle souleva les couches de mousseline, toucha les coutures en dentelle et inspecta chaque détail. À l'intérieur du col, il y avait une petite étiquette. Collection privée Elizabeth Turner. Elizabeth Turner, murmura Lucie. Elle ne connaissait pas le nom, mais l'impression élégante et le tissu fin indiquaient clairement que ce n'était pas une robe ordinaire. Elle attrapa son vieux cahier, l'ouvrit à une page blanche et nota le nom comme une énigme sans réponse. Quand Marie revint, Lucie lui tendit un bout de papier. « Sais-tu qui est Elizabeth Turner ?» Marie regarda l'écriture. « C'est une créatrice célèbre. Elle a créé des collections de luxe pour de grandes marques. » « Pourquoi ?» Lucie montra l'étiquette. « Son nom est sur la robe. » Marie haleta. Elle appartenait à Elisabeth. « Je pense que oui. » Marie soupira. Pas étonnant qu'ils aient été si en colère. Lucie prit la main de sa mère. « Je veux la rendre, maman. » « Tu n'as pas à le faire. Ils n'en veulent pas. Ce n'est pas à propos d'eux. C'est parce que je veux que tu gardes la tête haute à nouveau. » Cette nuit-là, Lucie ne dormit pas. Elle resta éveillée tard à écrire une courte lettre à la personne qui avait fabriqué cette robe. « Je ne suis qu'une pauvre fille. Je ne savais pas que c'était quelque chose d'important. Je savais seulement que c'était beau et que je l'aimais. Mais si ça a fait souffrir ma mère, je suis désolée. Je n'en ai plus besoin. Je veux juste tout rendre, Lucie. » Elle plia la lettre soigneusement, la glissa entre les plis de la robe et la plaça dans un sac en plastique propre. Le lendemain matin, elle se réveilla tôt, ne réveilla pas sa mère et sortit tranquillement. Elle se tenait devant le vieux magasin où sa mère travaillait. La porte n'était pas encore ouverte, mais Laura Martin était déjà arrivée, vêtue d'un manteau noir et tenant une tasse de café de sa voiture privée. Lucie s'avança, timide. « Salut, je suis Lucie. » Laura plissa les yeux. « La fille de Marie. »« Oui. Je suis venue rendre la robe. » Laura jeta un coup d'œil au sac dans la main de Lucie, puis laissa échapper un rire moqueur. « Cette chose ne vaut plus rien maintenant, mais je ne veux pas la garder. Elle a fait souffrir ma mère. » Laura arracha le sac, l'ouvrit, ses yeux vacillants quand elle vit la note à l'intérieur. Lucie resta immobile, attendant. Après quelques secondes de silence, Laura froissa la lettre et la jeta dans la poubelle voisine. Puis elle attrapa la robe et d'un coup sec déchira le tissu dans le dos. « C'est ce qui arrive aux choses qui n'appartiennent pas à votre espèce. » Lucie se figea. « Maintenant, fiche le camp avant que j'appelle la sécurité. » Laura grogna. Lucie se retourna et courut, les larmes coulant sur son visage. Personne dans la rue ne s'arrêta. Personne ne lui demanda si elle allait bien. Tout le monde passait comme si elle était invisible. Elle continua de courir devant le cybercafé de l'oncle Steven, devant le marché, par-dessus le pont jusqu'à ce que ses jambes s'engourdissent. Puis elle s'effondra à un vieil arrêt de bus où des affiches déchirées et délavées recouvraient les murs. « Qu'est-ce que j'ai fait de mal ?» se demanda-t-elle en silence. Lucie resta assise en silence à l'arrêt de bus, les yeux rouges et gonflés, les mains serrées autour de ses genoux. Le vent glacial soufflait, engourdissant sa peau. Chaque souffle qu'elle exhalait formait une fine brume blanche qui se dissolvait dans l'air. Elle n'avait aucune idée depuis combien de temps elle était assise là. Le crépuscule tombait, et de moins en moins de gens passaient. Seul le bourdonnement lointain des voitures pouvait être entendu depuis la route principale. « Et gamin, qu'est-ce que tu fais ici tout seul ?» Une voix d'homme l'appela. Lucie leva les yeux. Devant elle se tenait un homme d'environ 50 ans, maigre, portant un uniforme d'agent d'entretien. Un badge sur sa poitrine indiquait Julien. « Je suis juste assis », répondit doucement Lucie. « Il fait trop froid pour errer dehors. » « Où sont tes parents ?»
Lucie baissa la tête et ne répondit pas. Monsieur Julien soupira et sortit un petit sandwich emballé de sa poche. Prends ça et mange. Je n'ai pas pu le finir. Lucie hésita, puis l'accepta. Merci. Vous êtes très gentil. Monsieur Julien s'assit sur le banc à côté d'elle. As-tu séché l'école? Lucie secoua la tête. J'ai rendu quelque chose, mais ils n'en voulaient pas. Ils l'ont même déchiré. Monsieur Julien fronça les sourcils. C'était quelque chose à toi? Non, c'était une robe que ma mère avait ramenée à la maison, mais ils ont dit qu'elle avait été volée. L'homme resta assis en silence un moment, puis dit doucement, les gens riches ne comprennent souvent rien. Ils ne se soucient que de protéger ce qu'ils appellent leur réputation et oublient que les autres sont aussi des êtres humains. Lucie se mordit la lèvre. Ils ont traité ma mère de voleuse. M'ont traité de déchet comme votre mère. Monsieur Julien posa doucement une main sur son épaule. Écoute, gamin. Ces mots ne définissent pas qui tu es. Une robe ne détermine pas ta valeur. La façon dont tu vis, la façon dont ta mère se sacrifie pour toi, c'est ce qui compte vraiment. Lucie se tourna vers lui. Quel est votre nom, monsieur? Julien, mais tout le monde m'appelle monsieur Julien. Je nettoie près de chez toi. Lucie fit un faible sourire. Je suis Lucie. D'accord, Lucie. Maintenant, rentre chez toi. Ta mère doit être morte d'inquiétude. Quand Lucie rentra à la maison, Marie avait déjà fouillé tout le quartier. Son visage était pâle de peur, les yeux rouges, les cheveux en désordre. Voyant sa fille de loin, Marie courut et l'enlaça. Oh mon Dieu, où étais-tu, Lucie? J'ai cru qu'il t'était arrivé quelque chose. Lucie s'effondra sur l'épaule de sa mère et fondit en larmes. Je voulais juste t'aider. Je pensais que rendre la robe arrangerait tout, mais il ne se souciait pas de la robe. Il voulait juste nous écraser. Marie resta sans voix. Tu n'as rien fait de mal. Tu n'es qu'une enfant. Je n'aurais jamais dû ramener cette robe à la maison. Ce n'est pas de ta faute. Lucie secoua la tête. Ce sont eux les coupables. Le lendemain matin, Marie était toujours déterminée à continuer de chercher du travail. Mais elle reçut de manière inattendue un appel étrange. Elle répondit avec prudence. Bonjour, c'est Laura Martin. Une voix froide et posée répondit. J'ai besoin de vous voir aujourd'hui. Marie serra fermement le téléphone. Pourquoi faire? Pour en finir avant que je ne change d'avis. À 15 heures précises, Marie emmena Lucie dans un vieux café du quartier historique, l'endroit que Laura avait choisi. Le café était presque vide, avec seulement quelques personnes âgées lisant les journaux. Laura était déjà assise à la table du fond, portant des lunettes de soleil et tenant une tasse de café fumante. Vous êtes en retard, dit Laura sans lever les yeux. Je suis désolée. Je n'ai pas de voiture, répondit Marie. Lucie serra la main de sa mère sous la table. Laura la regarda. C'est la fille qui portait la robe. Marie hocha la tête. Oui, elle a l'air pitoyable, ricana Laura. Bien que pitoyable ne signifie pas innocente, Lucie se tendit. Marie expira profondément. Je suis venue ici pour vous demander pardon. Je ne connaissais pas la valeur de cette robe. Je pensais que c'était un article défectueux. S'il vous plaît, ne portez pas plainte. Je n'ai pas d'argent et nulle part où aller si je vais en prison. Laura posa sa tasse de café, son expression froide. En fait, je ne vous ai pas demandé de venir ici pour vous poursuivre en justice. Marie fut surprise. Alors je veux que vous signiez un accord de non-divulgation, stipulant que vous ne mentionnerez jamais cet incident à personne et que vous resterez à l'écart du magasin à au moins 3 kilomètres de celui-ci. Lucie laissa échapper. Pourquoi? Ma mère n'a rien fait de mal. Je veux faire taire les rumeurs, interrompit Laura. Les gens l'ont vu quitter le magasin avec la robe. Je ne veux pas que les journalistes fouillent dans cette affaire. Ils interrogeront la direction de Zara Boutique. Marie garda le silence. Laura sortit un papier et un stylo, les faisant glisser sur la table. Signé ou je ne peux pas promettre de garder le silence. Lucie se leva brusquement. Vous êtes si cruelle.
Laura ne réagit même pas. Marie attrapa la main de sa fille et la tira doucement vers le bas. Lucie, tais-toi. Non. Maman, ne signe pas. Pourquoi devrais-tu partir alors que ce sont eux qui ont eu tort? Ils ont déchiré la robe, t'ont insulté, et tu t'inclines encore. Laura sourit d'un air suffisant. Gamine intelligente, mais elle doit apprendre sa place. Les mains de Marie tremblaient alors qu'elle prenait le stylo, jetant un coup d'œil à sa fille, puis au document. Un long silence s'abattit sur la table. Je suis désolée, Lucie, murmura-t-elle, puis elle signa le papier. Laura le prit, le glissa dans son sac à main. Bien. À partir de maintenant, restez à l'écart de mon lieu de travail. Elle se leva, laissa son café intact et sortit du café d'un pas arrogant. Lucie la regarda partir, les yeux humides. Je la déteste. Je déteste la façon dont il te traite. Marie serra la main de sa fille. Parfois, le silence est la façon dont on survit, Lucie. Mais je ne veux pas vivre comme ça. Je veux dire la vérité. Je veux que quelqu'un se tienne à nos côtés. Marie baissa la tête. Personne ne se tient aux côtés des pauvres, ma chérie. Cette nuit-là, Lucie ne mangea pas. Elle resta assise, recroquevillée près de la fenêtre, serrant son cahier. Le nom d'Elizabeth Turner ressortait toujours clairement. Maman, dit-elle doucement, je veux aller à la bibliothèque demain. Marie eut l'air surprise. Pourquoi faire? Je veux trouver quelqu'un qui se tiendra à nos côtés. Le lendemain matin, Lucie emprunta la carte de bibliothèque de son professeur et se rendit tranquillement à la bibliothèque municipale. Elle passa des heures à chercher dans les archives informatiques. Finalement, sur un vieux site d'information, elle trouva une photo d'une femme d'âge moyen aux cheveux blancs et au visage aimable. En dessous, on pouvait lire « Elizabeth Turner, symbole de la mode éthique et de la justice sociale ». Lucie murmura « Si elle est vraiment comme ça, alors elle écoutera ». Cette nuit-là, après que Marie se soit endormie, Lucie sortit discrètement la vieille lettre que Laura avait jetée. Heureusement, elle était toujours dans la poubelle derrière le magasin, froissée mais lisible. Elle ajouta une ligne de plus en bas. Si vous êtes Elizabeth Turner, je vous supplie d'entendre mon histoire. Lucie mit la lettre dans une nouvelle enveloppe, la scella et écrivit sur le devant à Elizabeth Turner, créatrice de mode. Elle ne savait pas encore comment l'envoyer. Mais cela n'arrêta pas la petite étincelle d'espoir qui venait de s'allumer dans son cœur. 2 jours après la rencontre au café, Marie reçut un autre appel téléphonique. Cette fois, ce n'était pas une menace, mais un avis officiel de la société mère. Madame Anderson, dit une voix féminine polie au téléphone, sur la base du rapport du directeur du magasin et des images de surveillance, nous avons décidé de résilier votre contrat de travail avec effet immédiat. Non, s'il vous plaît, laissez-moi expliquer. Je n'ai pas volé, j'ai pensé. J'ai supposé qu'il avait été jeté, dit Marie, la voix tremblante. Nous sommes désolés, mais l'affaire a été vérifiée. Nous ne pouvons plus travailler avec quelqu'un qui enfreint les politiques d'honnêteté. La ligne fut coupée. Marie resta immobile, serrant le téléphone, puis le laissa lentement tomber. Ses jambes lui semblaient avoir perdu toute force. Lucie était assise à la table, fixant sa mère. « Maman, que s'est-il passé ?» Marie secoua doucement la tête, les yeux rouges. « J'ai perdu mon emploi. » Lucie ne put parler. Elle s'approcha et serra sa mère par derrière. « Ce n'est pas grave, maman. Nous trouverons un autre emploi. » Tu ne comprends pas. Marie s'étouffa. « Je n'ai pas seulement perdu un emploi. J'ai perdu ma réputation, la confiance des gens qui m'embauchaient. Madame Laura a également envoyé des lettres d'avertissement à d'autres magasins. » Lucie était stupéfaite. « Elle a envoyé des lettres pour te ruiner, aussi. Elle veut que je quitte l'industrie. Elle veut que je baisse la tête pour toujours, » dit Marie, la voix épaisse de chagrin. Les jours suivants, Marie erra partout à la recherche de travail. Elle postula dans des laveries automatiques, des boulangeries, même des emplois de nettoyage de maison. Mais chaque fois qu'on lui demandait « Où avez-vous travaillé avant ?» et elle répondait honnêtement « Boutique Zara », leurs expressions changeaient immédiatement.
Oh, désolé. Nous sommes au complet. Désolé, nous avons besoin de quelqu'un avec un dossier plus clair. Certains disaient même sans détour. Nous avons entendu dire que vous étiez impliqué dans la prise d'échantillons de conception. Désolé, nous ne pouvons pas vous embaucher. Marie rentra chez elle, ses chaussures usées traînant le long du trottoir. Le vent fouettait son visage maintenant blême. Certains jours, elle rentrait tard, les pieds en sang d'avoir trop marché. Lucie l'attendait avec un bol de porridge froid, ne disant rien. Un soir, Marie rentra plus tard que d'habitude. En ouvrant la porte, elle s'effondra sur le sol. « Maman !» s'écria Lucie, courant pour l'aider à se relever. « Mes mains se sont coupées sur du verre brisé au bar, » dit Marie, les dents claquant. « Ils m'ont fait nettoyer les toilettes. Mais aujourd'hui, ils m'ont renvoyée, » dit, « Je n'étais pas faite pour ce travail. » Lucie vit la main ensanglantée de sa mère, puis courut chercher de la gaze et de l'antiseptique. Ses yeux étaient rouges. « Ne cherche plus de travail, maman. Reste juste à la maison avec moi. Je peux quitter l'école. Je ramasserai des canettes, je vendrai des bonbons, tant que tu iras bien. » Marie fondit en larmes. « Non, tu dois aller à l'école. Tu dois t'échapper de cette vie. Je ferai tout pour m'assurer que tu ne finisses pas coincé dans la même boue. » Quelques jours plus tard, alors que le soleil commençait à percer les nuages, Mademoiselle Claire, la gérante de la pension, frappa à leur porte. « Marie, sors un instant. Nous devons parler. » Marie sortit dans le couloir, le visage pâle, les yeux cernés par le manque de sommeil. « J'ai reçu un avis. Vous avez 2 mois de retard sur le loyer. S'il vous plaît, donnez-moi un peu plus de temps. Dès que je retrouverai du travail, je paierai tout ce que je dois. » « Ce n'est pas que je ne sympathise pas, » dit Claire. « Mais le propriétaire me met la pression. Vous savez comment c'est ces derniers temps. Beaucoup de gens ici ont perdu leur emploi. Tout le monde demande des prolongations. Je ne veux pas vous expulser, mais je comprends, » murmura Marie. « Quand pouvez-vous payer ? » Dans 2 semaines. Je le promets. Je l'espère. Claire sortit un avis de dette de son sac et le tendit à Marie pour qu'elle le signe. « J'étais aussi une mère célibataire. Mais ma gentillesse a des limites. » Cette nuit-là, Lucie remarqua que sa mère ne mangeait pas. Marie restait assise en silence, les yeux fixés dans le vide comme si le monde entier lui avait tourné le dos. Lucie lui apporta un bol de nouilles instantanées qu'elle avait préparé à la hâte. « S'il te plaît, mange, maman. Mange, ma chérie. Je n'ai pas faim. Mange, maman. Si tu ne manges pas, tu n'auras pas la force de continuer à chercher du travail. Je n'ai pas besoin d'une robe blanche. Je n'ai besoin de rien. J'ai juste besoin que tu sois en bonne santé. » Marie regarda sa fille, puis enfouit son visage dans ses mains. « Je suis désolée. Je suis une si mauvaise mère. » Lucie secoua la tête et la serra fort dans ses bras. « Tu ne le es pas. Tu as juste rencontré de mauvaises personnes. » Le lendemain matin, Marie se leva tôt pour essayer d'arranger ses vieux vêtements pour repartir à la recherche d'un emploi. Lucie était assise en train de se tresser les cheveux, les mains tremblantes. « Maman, je ne vais pas à l'école aujourd'hui. »« Pourquoi pas ?» demanda Marie surprise. « Parce que je n'arrive pas à me concentrer. Je ne peux pas rester assise en classe en sachant que tu es dehors en train de traîner les pieds dans toute la ville. »« Lucie, tu... » »« Je ne demande pas la permission. Je te le dis juste. » La voix de Lucie était ferme. Marie était sur le point de discuter, mais en voyant le regard déterminé dans les yeux de sa fille, elle se tut. Cette fillette de 10 ans avait grandi bien au-delà de son âge. Toute la journée, Lucie suivit sa mère de rue en rue, de magasin en magasin. Chaque endroit les rejeta. Une boulangerie ferma même sa porte au moment où elles approchaient. Lucie reconnut la femme à l'intérieur comme une cliente qui avait l'habitude de faire ses achats chez Zara. La femme regarda Marie comme si elle était une ordure. « N'entrons pas là-dedans, maman. Essayons ailleurs. » Lucie tira sa mère. Alors que l'après-midi s'estompait, les deux étaient assises sur le trottoir, partageant un pain sec laissé par Monsieur Julien ce matin-là.
Maman, si un jour je disparaissais, serais-tu triste? Marie se figea. Pourquoi demanderais-tu cela? Parce que je pense que si je n'étais pas là, peut-être que la vie serait plus facile pour toi. Marie s'écria, Lucie, ne dis jamais ça. Tu es la seule raison pour laquelle je suis encore en vie. Les yeux de Lucie se remplirent de larmes. Mais je suis aussi la raison pour laquelle tu as tout perdu. Marie la serra contre elle. Sa voix s'étrangla. Non, tu es mon seul espoir. Ne pense jamais que tu es un fardeau. Cette nuit-là, après que Marie se soit endormie, Lucie resta assise seule à son bureau, tenant l'enveloppe adressée à Elizabeth Turner. Elle savait qu'elle ne pouvait pas l'envoyer. Elle n'avait pas d'adresse exacte. Mais elle se souvenait avoir entendu parler d'un petit bureau près du quartier de la mode où le nom d'Elizabeth était mentionné dans une vieille publicité. Lucie ajouta une ligne sur l'enveloppe, le bureau d'Elizabeth Turner, Midtown Manhattan, numéro 31. À l'aube, elle quitta tranquillement la maison sans dire un mot à sa mère. Tenant l'enveloppe fermement contre sa poitrine, elle traversa des rues poussiéreuses, passa devant la zone industrielle, devant des panneaux délavés, jusqu'à ce qu'elle trouve un modeste bâtiment en verre avec une petite enseigne. Studio de mode Elizabeth Turner. Elle prit une profonde inspiration et entra, remplie d'une détermination semblable à celle d'un petit soldat dans une guerre que personne d'autre ne connaissait. Le bâtiment numéro 31 était niché entre des structures plus grandes à Midtown Manhattan, abritant d'innombrables bureaux de mode, ateliers de couture et studios de photographie. Sa façade en verre reflétait la froide lumière du matin. Lucie resta longtemps à l'entrée, serrant l'enveloppe, son cœur battant comme s'il allait exploser. À l'intérieur, une réceptionniste vêtue d'une chemise noire avec les cheveux soigneusement épinglés était assise à la réception. Son badge indiquait Sophia Rivers. Lucie s'approcha timidement. « Excusez-moi. J'ai une lettre que j'aimerais remettre à Madame Elizabeth Turner. » Sophia la toisa de la tête aux pieds. « Es-tu une étudiante? De quoi s'agit-il? Je veux juste lui envoyer une lettre. C'est très important pour Madame Elizabeth. » Sophia fronça les sourcils. « Avez-vous un rendez-vous? » Lucie secoua la tête. Non, mais si elle lit cette lettre, je sais qu'elle comprendra. C'est à propos d'une robe. La femme semblait prête à refuser, mais quelque chose dans les yeux suppliants de Lucie et son visage frêle la fit soupirer. Donne-moi la lettre. Je ne peux pas promettre que Madame Turner la lira, mais je la laisserai sur son bureau. Lucie baissa la tête et offrit la lettre à deux mains. Merci beaucoup. Je vous suis vraiment reconnaissante. Quand Lucie rentra à la maison, Marie faisait les 100 pas anxieusement devant la porte. En voyant sa fille, elle cria. « Lucie, où étais-tu toute la matinée? » J'ai cru qu'il était arrivé quelque chose. Lucie la serra fort dans ses bras. Je suis allée remettre une lettre. Je l'ai envoyée à la seule personne qui pourrait nous aider. Une lettre, répéta Marie, stupéfaite. À qui? Elizabeth Turner, murmura Lucie. Celle qui a conçu la robe. La mâchoire de Marie tomba. Comment? Comment as-tu même trouvé son adresse? Je l'ai cherchée à la bibliothèque. Puis j'y suis allée à pied. Je n'avais ni timbre ni argent pour l'envoyer, alors je l'ai remise en personne. Marie regarda sa fille, profondément émue. Ma chérie, tu ne devrais pas porter tout ça. Personne d'autre ne le portera pour nous, maman. 3 jours passèrent sans réponse. Le silence continua d'envelopper Lucie et sa mère comme une malédiction. Et puis quelque chose d'encore pire arriva. Madame Claire, la gérante, revint cette fois avec un homme costaud nommé Raymond, le gardien de sécurité de l'immeuble. Marie, dit froidement Claire. Votre dernier délai est écoulé. Vous n'avez toujours pas payé le loyer. S'il vous plaît, juste quelques jours de plus. Je suis sur le point d'obtenir un emploi dans un restaurant. Je vous ai donné 2 semaines. Vous dites être sur le point d'être embauché depuis 4 semaines. Le propriétaire a parlé. Raymond regarda Marie, puis soupira. Je ne veux pas expulser qui que ce soit, mais je dois suivre les ordres. Lucie se précipita. Nous partirons. Mais ne touchez pas aux affaires de ma mère. Personne ne touche à rien, dit Raymond.
Mais demain, c'est le dernier jour. Si vous n'êtes pas parti, nous amènerons un camion de déménagement. Marie hocha la tête, le visage vidé de toute couleur. Nous partirons. Lucie serra la main de sa mère. Maman, où irons-nous? Partout où il y a de la place, ce sera notre maison. Cette nuit-là, Marie emballa le peu qu'il leur restait, juste quelques vêtements, les livres d'école de Lucie, une vieille photo d'elle deux quand elle était petite, et la robe blanche déchirée toujours conservée dans un sac en plastique séparé. Maman, pourquoi gardes-tu encore la robe? Parce que je ne veux pas oublier la leçon, dit Marie, la voix rauque. Lucie regarda la robe. Elle ne suscitait plus l'excitation comme autrefois. Maintenant, elle symbolisait l'humiliation, les rêves brisés. Le lendemain matin, alors qu'elle s'apprêtait à quitter la pension, une femme bien habillée apparut à l'entrée de la ruelle. « Excusez-moi, est-ce que c'est ici que vit Marie Anderson ?» demanda-t-elle. « C'est moi », répondit prudemment Marie. « Je m'appelle Véronica Morris. Je viens du bureau d'Elizabeth Turner. » Lucie et Marie se regardèrent, stupéfaites. « Nous avons reçu la lettre de votre fille, » dit Véronica, les yeux semblants en regardant Lucie. Madame Turner l'a lue et a été profondément émue. Elle aimerait vous rencontrer toutes les deux en personne. Rencontrer, haleta Marie. Vous voulez dire pour de vrai? Oui. Et si possible, Madame Turner aimerait entendre toute l'histoire aujourd'hui. Lucie fondit en larmes. Marie faillit s'effondrer. Est-ce que cela signifie que quelqu'un est enfin prêt à nous écouter? Véronica hocha la tête. Madame Turner accorde une grande valeur à la vérité. Elle a dit. Si quelqu'un ose piétiner la dignité d'une mère pauvre, alors elle sera la première à se lever et à se battre. 1 heure plus tard, la mère et la fille étaient assises dans une pièce chaude et ensoleillée du bureau principal d'Elizabeth Turner. Des croquis de mode ornaient les murs. Des robes d'échantillons étaient délicatement exposées. Un monde bien loin de tout ce qu'elles avaient jamais connu. Elizabeth entra, une femme âgée gracieuse aux longs cheveux argentés attachés en arrière, au visage aimable, vêtue d'un épais manteau de couleur crème et de lunettes à monture fine. « Vous devez être Lucie ?» demanda doucement Elizabeth. Lucie se leva et hocha la tête. « Oui, c'est moi qui ai écrit la lettre. Je l'ai lue et je veux vous remercier. Peu de gens ont le courage de mettre la douleur en mots. » Elizabeth se tourna vers Marie. « Vous êtes sa mère. » Oui, je suis désolée d'avoir causé des problèmes. Pas besoin de vous excuser, interrompit Elizabeth. Je connais très bien Laura Martin. Elle a déjà causé des problèmes à mon entreprise et le papier qu'elle vous a forcé à signer était complètement illégal. Les yeux de Marie s'écarquillèrent. Vraiment? Oui. J'enquête sur toute l'affaire. Mais d'abord, j'aimerais vous offrir, à vous et à votre fille, un endroit où séjourner à la résidence du personnel pendant que nous attendons les résultats. C'est le moins que je puisse faire. Les yeux de Lucie brillèrent. Ce n'est pas un rêve, n'est-ce pas? Elizabeth sourit et lui tapota doucement la tête. Ce n'est pas un rêve. Parfois, la justice a juste besoin d'être réveillée par une petite voix. Cet après-midi-là, Marie et Lucie eurent une petite chambre confortable dans la zone d'hébergement des employés du bureau. Des lits propres, des couvertures chaudes et des repas chauds, des choses qu'elles avaient presque oublié de ressentir. Lucie était assise près de la fenêtre, regardant le jardin derrière le bâtiment, un étrange mélange d'émotions gonflant en elle. Sa mère s'approcha et s'assit à côté d'elle. « Maman, tout va bien se passer, n'est-ce pas ?» Marie prit la main de sa fille. « Ce sera peut-être encore difficile. Mais au moins, nous ne sommes plus seuls. » Lucie hocha la tête, puis murmura. « Demain, je veux retourner voir Madame Laura, mais pas pour rendre la robe. Je veux lui dire que je n'ai plus peur d'elle. » Lucie se réveilla tôt le lendemain matin, le cœur lourd. Même si elle avait été accueillie par Elizabeth Turner, elle ne se sentait pas encore en paix. La honte d'avoir été humiliée par Laura Martin, l'image de sa mère insultée, ses souvenirs coupaient encore profondément comme une blessure non cicatrisée. Elle sortit de sa chambre et vit Marie plier les draps. « Maman, peux-tu te reposer ici aujourd'hui ?» dit doucement Lucie.
Je veux juste sortir un peu. Marie leva les yeux. Où vas-tu si tôt? Lucie répondit tranquillement. Je veux juste faire une promenade. J'ai besoin de respirer. Marie posa une main sur l'épaule de sa fille, la regarda profondément dans les yeux, puis hocha doucement la tête. Reviens vite. Lucie serra brièvement sa mère dans ses bras, puis s'éloigna, portant une détermination brûlante dans sa poitrine. Il était encore tôt. Les magasins n'avaient pas encore ouvert. Lucie marcha tranquillement dans les rues familières, ses pas la ramenant à l'endroit où tout s'était passé. La boutique Zara, le magasin où sa mère avait travaillé, l'endroit qui avait brisé leurs rêves et leur dignité. Le magasin était encore fermé, mais le directeur du matin, un jeune homme nommé Michael, nettoyait les vitres à l'avant. Lucie s'approcha de lui et le salua doucement, « Michael. » Michael leva les yeux, surpris. « Lucie, je veux juste voir. » « Madame Laura, » dit-elle clairement. Michael hésita. « Elle n'est pas là à cette heure-ci. » « Que se passe-t-il » Lucie fixa la vitre, voyant son propre reflet. « J'ai besoin de lui parler une dernière fois. » Michael se gratta la tête à l'intérieur. « Écoute, je sais que ce qui s'est passé n'était pas juste. Je l'ai vu jeter ta lettre à la poubelle. Je l'ai sortie et je l'ai lue. » Les yeux de Lucie s'écarquillèrent. « Tu l'as lu ?»« Oui. Et j'ai eu honte. Je travaille ici depuis 2 ans et je n'ai jamais rien dit. Mais toi, tu n'as que 10 ans et tu as eu le courage d'écrire ça. » Lucie baissa la tête. « Mais ça n'a rien changé. » « Non, mais au moins, ça a montré aux gens que tu ne resterais pas silencieuse. Et parfois, c'est suffisant pour commencer quelque chose de nouveau. » Lucie serra les lèvres, la main crispée. « Si Madame Laura vient, s'il vous plaît, dites-lui que je n'ai plus peur d'elle. » « Je le ferai, » hocha Michael. « Je le promets. » Lucie se retourna et s'éloigna rapidement, comme si s'arrêter ne serait-ce qu'un instant pouvait la faire s'effondrer. Elle marcha sans direction. Ses pas la ramenèrent au district de South Point, le bidonville qui avait été sa maison. Maintenant, la petite pièce qu'elle et sa mère occupaient autrefois avait de nouveaux locataires, une grande famille avec des meubles encombrants empilés à l'entrée. Lucie resta là et regarda longtemps avant de se détourner. En chemin, elle s'arrêta au petit cybercafé qu'elle avait l'habitude de fréquenter. Monsieur Steven, le propriétaire du magasin, essuyait la poussière des claviers. « Lucie, mon Dieu, ça fait une éternité, dit-il. » Lucie fit un sourire triste. « Je passais juste par là. » Steven la regarda de plus près, puis posa le chiffon. « Entre et assieds-toi un peu. Je garde toujours quelques minutes à la fin de la journée pour les personnes spéciales. » Lucie entra et s'assit à sa vieille place, le moniteur éteint. Elle n'avait pas besoin de l'allumer. Elle pouvait déjà imaginer l'image de la princesse dans une robe blanche tourbillonnant sous des lumières scintillantes. « Tu sais, » dit doucement Steven. « Une fois, j'ai demandé à un client riche pourquoi il portait des vêtements si chers alors que personne ne pensait qu'il était plus beau. Il a dit, parce que nous avons de l'argent. Nous n'avons pas besoin de rêves comme les enfants des poubelles. » Lucie le regarda, le cœur serré. Je tremblais de colère, mais j'ai souri. J'ai souri parce que je savais que la beauté ne vient pas des étiquettes de prix. Elle vient des yeux qui savent encore rêver comme les tiens, murmura Lucie. Mais je n'ose plus rêver. Tu dois rêver, dit Steven, les yeux brillants. Rêver est la façon dont les pauvres survivent sans mourir en silence. Lucie le remercia et partit. Il avait commencé à pleuvoir. Pas fort, mais assez pour que l'eau froide s'infiltre à travers sa fine chemise. Elle n'avait pas apporté de parapluie. Ses vieilles chaussures étaient depuis longtemps usées aux talons, et l'eau lui trempait les pieds d'un froid glacial. Au coin d'une rue, elle vit M. Julien ramassait des ordures près d'une poubelle publique. « Lucie, pourquoi es-tu toute mouillée ?» Lucie secoua la tête. « Je vais bien. » Monsieur Julien enleva le mince manteau qu'il portait et le drapa sur ses épaules. « Non, tu ne vas pas bien. Les gens qui vont bien ne marchent pas sous la pluie avec un visage comme ça. » Lucie frissonna. « Je ne sais plus quoi faire. Je ne sais pas où les choses vont. Parfois,
Je pense que si je n'existais pas, ma mère ne souffrirait pas comme ça. Monsieur Julien s'assit sur un banc et lui tapota doucement l'épaule. Pas encore ça. Tu as déjà dit ça. Et je te l'ai déjà dit aussi. Tu es la seule raison pour laquelle ta mère est encore en vie. Ne redis jamais ça. Lucie ne dit rien. Il continua, tu ne peux pas changer le monde entier. Mais tu peux garder ton cœur entier. Tu peux t'accrocher à tes rêves. Une robe blanche. C'est juste un rêve stupide maintenant. Non, cette robe n'est pas stupide. Elle représente la foi. Et si les gens piétinent cette foi, alors ce sont eux qui sont vraiment vides. Lucie fondit soudain en larmes pour la première fois depuis des jours. Elle ne gémit pas. Elle pleura en silence comme si la pluie à l'intérieur d'elle se mélangeait à la pluie à l'extérieur. Alors que le soir approchait, Lucie retourna au logement du personnel du bureau d'Elizabeth Turner. La porte de la chambre était ouverte, et sa mère était assise sur le lit, un air inquiet sur le visage. « Où étais-tu toute la journée » demanda Marie, la voix tremblante. Lucie entra, laissa tomber le manteau mouillé sur la chaise et ne dit rien. « Tu as pleuré » dit doucement Marie, la tirant dans ses bras. « Je suis désolée » sanglota Lucie. « J'ai essayé d'être forte, mais je suis si fatiguée. »« Tu n'as pas besoin d'être forte tout le temps » murmura Marie. « Tu as juste besoin d'être Lucie, la petite fille au cœur le plus beau que j'ai jamais connu. » Lucie serra sa mère encore plus fort, et dans le silence de la nuit, les deux s'assirent ensemble, cherchant de la chaleur dans un monde devenu si froid. Le lendemain, Véronica Morris apparut de nouveau, son expression sérieuse. « Madame Elisabeth a pris une décision officielle, dit-elle, et elle veut l'annoncer à la presse. Mais d'abord, elle demande, Marie et Lucie seraient-elles prêtes à apparaître publiquement ? » Marie était stupéfaite. « Apparaître publiquement ? » Oui. Elle veut vous faire monter toutes les deux sur scène lors du prochain événement caritatif comme un témoignage de courage et de justice. Lucie prit la main de sa mère. « Pouvons-nous le faire, maman ?» Marie regarda sa fille et hocha doucement la tête. « Nous n'avons plus rien à perdre, Lucie. » Véronica sourit. « Alors préparons-nous. Une toute nouvelle robe blanche vous attend. » Lucie la fixa avec admiration. « Je vais porter une robe blanche à nouveau. » Oui, mais cette fois, ce ne sera pas quelque chose piétiné par les autres. Ce sera ta robe, Lucie. Ce matin-là, l'atmosphère autour du bureau d'Elizabeth Turner était différente. Le ciel semblait plus clair, la lumière du soleil plus chaude que d'habitude. Lucie portait une simple robe beige que Véronica avait préparée, ses cheveux soigneusement peignés et attachés avec un ruban blanc. Elle n'était plus l'enfant tremblante du jour froid et pluvieux. Elle était une nouvelle Lucie, calme et résiliente. Marie tenait la main de sa fille alors qu'elle montait au 3e étage où le bureau privé d'Elizabeth Turner les attendait. En chemin, les membres du personnel leur firent un signe de tête avec des yeux bienveillants. Ils avaient entendu l'histoire de Lucie et aucun d'entre eux n'était resté insensible. Devant la grande porte en verre gravée des mots directrice générale Elizabeth Turner, Véronica fit un doux sourire. « Prête ?» Lucie hocha la tête. La porte s'ouvrit. Elisabeth se tenait près de la fenêtre, tenant une tasse de thé. « Bonjour à vous deux » dit-elle chaleureusement. « Veuillez entrer. »« Merci de nous donner cette opportunité » dit Marie en s'inclinant légèrement. Elisabeth posa la tasse. « Ne me remerciez pas. C'est Lucie qui m'a fait agir. Cette lettre m'a rappelé moi-même quand j'étais jeune. » Lucie s'assit, ses yeux rencontrant ceux d'Elisabeth. « Vous étiez pauvre, aussi. » Elisabeth hocha la tête. « Si pauvre que je devais ramasser des chutes de tissu d'un atelier pour coudre des robes pour mes poupées. Les gens m'appelaient la fille au chiffon qui rêve. Mais à partir de ces chutes, j'ai appris à voir la beauté dans ce que les autres jettent. » Marie resta assise, stupéfaite de silence. Elisabeth continua, « J'ai demandé à mon équipe d'enquêter. Laura Martin n'était pas seulement cruelle. Elle vendait secrètement des modèles à l'extérieur et accusait le personnel chaque fois que quelque chose tournait mal. J'avais entendu des rumeurs, mais votre lettre m'a donné une raison de déterrer tout le dossier. » Lucie serra les mains.
Que allez-vous lui faire? Elisabeth sourit, mais ses yeux étaient fermes. J'ai remis toutes les preuves à notre équipe juridique. Elle sera interrogée et elle sera renvoyée aujourd'hui. Marie halta. Vraiment? Véronica hocha la tête. Le fax officiel a été envoyé à la succursale de la boutique Zara ce matin. Lucie regarda sa mère. Tu as entendu ça, maman? Tu n'avais pas tort. Ils connaissent la vérité maintenant. Elisabeth s'avança et posa une main sur l'épaule de Marie. Vous ne méritez pas seulement des excuses. Vous méritez une nouvelle vie. Mais je ne sais rien faire d'autre que le ménage, dit doucement Marie. Alors vous apprendrez. Je parrainerai votre scolarité complète pour suivre des cours de technique de couture dans notre centre de formation. Si vous êtes d'accord, vous pouvez commencer le mois prochain. Marie porta une main à sa bouche, les yeux pleins de larmes. Je ne sais pas quoi dire. Lucie sourit en serrant la main de sa mère. Dis oui, maman. C'est un nouveau départ. Elisabeth se tourna vers Lucie. Et toi? Si je t'invitais à être un modèle enfant pour notre prochain événement caritatif, accepterais-tu? Les yeux de Lucie s'écarquillèrent. J'ai le droit d'être sur scène, non pas pour montrer la robe, mais pour raconter ton histoire. La robe n'est qu'un pont. Tu es le cœur. Lucie s'étouffa. J'accepte. Une semaine plus tard, la grande salle de l'auditorium communautaire était magnifiquement décorée. Le public remplissait chaque siège tôt, beaucoup d'entre eux étant des personnalités influentes de la mode et du journalisme. Une bannière géante était suspendue au-dessus de la scène, indiquant « Un hommage à la justice et à la vraie beauté, Elisabeth Turner ». Dans les coulisses, Lucie se tenait à côté de Véronica, la paume moite. « Ça va ?» Véronica se pencha et murmura. Lucie hocha la tête. « Je suis prête maintenant. Je n'ai plus peur. » La robe que Lucie portait ce jour-là était faite sur mesure. Tissu blanc pur, encolure haute, dentelle délicate aux poignets et jupe légèrement évasée, élégante sans être ostentatoire. Le design, intitulé Espoir, avait été personnellement approuvé par Elisabeth. « Tu es magnifique », murmura Véronica. « Et tu le mérites. » Une musique douce commença dans l'auditorium. Le maître de cérémonie monta sur scène et fit une présentation formelle. Puis un court clip vidéo fut diffusé montrant des scènes de Lucie écrivant sa lettre, les bidonvilles où elle vivait et la main blessée de sa mère. Les lumières de la scène s'éteignirent pendant quelques secondes. Un projecteur chaud et doré brilla au centre. Lucie sortit doucement. L'auditorium tomba dans un silence complet. Elle prit une profonde inspiration, puis parla dans le microphone. « Mon nom est Lucie. J'ai un jour porté une robe dont les gens disaient qu'elle n'était pas faite pour quelqu'un comme moi. On m'a traité de déchet, tout comme votre mère. Mais aujourd'hui, je n'ai plus honte. » Un doux murmure parcourut l'auditoire. Lucie continua, « Parce que ma mère m'a appris à rêver. Parce que quelqu'un a cru que rêver n'est pas un luxe. Et parce que je veux dire à tous ceux qui ont déjà été rejetés que vous n'êtes pas seuls. » L'auditorium éclata en applaudissements. Marie était assise au premier rang, le visage mouillé de larmes. Elisabeth posa une main sur son épaule. « Votre fille est incroyable, dit-elle doucement. Marie hocha la tête. Elle est plus qu'incroyable. Après le spectacle, de nombreuses personnes sont venues féliciter la mère et la fille. Des journalistes ont demandé des interviews. Des équipes de télévision ont demandé à filmer. Elisabeth Turner a organisé une petite fête sur le campus de l'entreprise où Marie a officiellement signé son contrat de formation professionnelle et Lucie a été invitée à être le visage de la campagne Touch Justice de la marque. Lors de la fête, un homme en costume s'est approché d'eux. Il s'est présenté comme Richard Harris, un journaliste social et politique pour le National Daily News. « Je veux aussi écrire sur vous », a-t-il dit. Pas pour vendre des journaux, mais pour rappeler aux gens que l'injustice est réelle. Et le courage aussi. Lucie baissa la tête. Si vous pouvez, s'il vous plaît, écrivez d'abord le nom de ma mère. C'est elle la courageuse. Richard hocha la tête. Je le promets.
Véronica s'approcha, souriant vivement. Encore une chose, Lucie. Demain, Laura Martin fera face à une audience disciplinaire. Voudriez-vous y assister? Lucie se figea. Ses yeux ne brillaient pas de vengeance, mais d'un désir de voir la vérité honorée. J'irai, dit fermement Lucie. Pour ma mère, pour moi-même et pour tous les enfants qui n'ont encore personne pour parler en leur nom. L'audience interne s'est tenue dans une grande salle de conférence en verre au siège d'Elizabeth Turner. C'était un espace solennel où il n'y avait pas de place pour les mensonges ou les faux-semblants. Une longue table se tenait au centre, entourée des membres du conseil d'administration et des représentants légaux de l'entreprise. Lucie et Marie furent conduites à l'intérieur par une entrée privée par Véronica. Elles s'assirent au dernier rang mais pouvaient voir tout le monde clairement. Laura Martin était déjà là. Elle portait un tailleur gris formel, ses cheveux attachés, son expression un masque de calme. À côté d'elle était assis son avocat privé, un homme d'âge mûr au regard sévère. Mais les yeux de Laura vacillèrent quand elle vit Lucie assise à l'arrière. Elle jeta un coup d'œil, puis détourna rapidement le regard comme si elle ne la connaissait pas. La réunion commença. Elizabeth Turner se leva, sa voix calme et posée. Nous sommes ici aujourd'hui pour examiner le licenciement de Madame Laura Martin, anciennement directrice principale dans l'une de nos succursales phares de la boutique Zara. Je vais maintenant présenter le rapport. Un assistant cliqua sur la télécommande, affichant des images et des documents, des emails que Laura avait envoyés pour vendre des échantillons de conception à des étrangers, des preuves de livraison par des intermédiaires et des enregistrements de ses pressions sur d'autres pour qu'il endosse la responsabilité. Encore plus grave, dit Elisabeth, Laura a directement insulté, menacé et abusé de sa position pour violer la dignité d'une employée innocente, Mary Anderson, ainsi que de sa fille, Lucie. Des chuchotements commencèrent à se répandre dans la pièce. Laura parla, sa voix essayant toujours de paraître posée. Je ne nie pas ces emails. Mais j'ai fait ce que je devais faire pour protéger l'image de la marque. Gérer Marie n'était qu'un acte nécessaire pour éviter un scandale plus grand. Elisabeth la regarda droit dans les yeux en piétinant la dignité des pauvres et en utilisant un enfant comme bouc émissaire. Laura ne répondit pas. L'avocat d'Elisabeth continua, selon les termes de son contrat de travail, les actions de Madame Laura constituent une violation grave de l'éthique professionnelle, de la politique interne et des principes de protection des employés vulnérables. Nous recommandons sa résiliation immédiate sans indemnité et que l'affaire soit transmise aux autorités judiciaires. Un membre du conseil d'administration demanda, des objections? Silence. Lucie regarda Laura. La femme baissa la tête, sa confiance disparut. Plus de lunettes de soleil, plus de pouvoir, juste une femme brisée. Cet après-midi-là, la mère et la fille retournèrent dans leur chambre de dortoir, chaleureusement accueillies par le personnel. Georges, le cuisinier âgé, qui avait été une présence silencieuse depuis le début, apporta à Lucie une pâtisserie en forme d'étoile garnie d'un glaçage blanc. Notre petite princesse mérite les choses les plus douces, dit-il, les larmes brillant dans ses yeux. Lucie rit et le serra dans ses bras. Merci, monsieur Georges. Cette nuit-là, Marie était assise sur le balcon, tenant une tasse de thé chaud, regardant le jardin, maintenant brillant de lumière. Lucie reposa sa tête sur les genoux de sa mère, sa main caressant doucement la robe blanche immaculée conçue spécialement pour elle par Elisabeth. Un cadeau personnel. Que penses-tu de notre nouvelle vie? Demanda doucement Lucie. Marie leva les yeux au ciel. C'est comme sortir d'une cave sombre et enfin voir le soleil. Lucie sourit. Et tu ne m'as pas laissé perdre la lumière. Marie se pencha et embrassa le front de sa fille. Personne ne peut te prendre la lumière, Lucie. Tu es la lumière. 3 mois plus tard, lors de la cérémonie de remise des diplômes de la classe de couture professionnelle du centre de formation Elisabeth Turner, Marie se tenait fièrement sur scène, recevant un certificat d'honneur, meilleure élève du cours. Elle portait un simple chemisier blanc, mais son visage était radieux, brillant comme si elle n'avait jamais connu de difficultés. Lucie était assise au premier rang, prenant des photos avec enthousiasme. À côté d'elle se trouvait Monsieur Julien, l'oncle Steven du cybercafé, Mademoiselle Émilie et sa mère. Ils étaient tous venus pour célébrer. Lucie,
Regarde par ici. Steven leva son appareil photo et cliqua. Lucy rayonna. Elle avait grandi, mais ses yeux avaient toujours cette lumière originelle, la lumière de quelqu'un qui n'avait jamais abandonné l'espoir. Véronica s'approcha et posa doucement une main sur l'épaule de Lucy. Elisabeth a laissé un message. Tu devrais commencer à te préparer pour le défilé d'automne. Elle veut que tu sois le mannequin principal. Les yeux de Lucy s'écarquillèrent. Moi? Oui. Et tu porteras à nouveau la robe espoir. Cette fois, pas seulement pour raconter une histoire, mais pour inspirer. Lucy se tourna vers sa mère. Marie hocha la tête. Va, princesse. Tu ne racontes pas seulement notre histoire. Tu la racontes pour des milliers de personnes qui ont besoin de l'entendre. Quelques jours plus tard, lorsque Lucy monta sur la scène du défilé d'automne sous des lumières dorées et devant des milliers de personnes, elle sut qu'elle n'était plus la fille qui se cachait autrefois derrière des rideaux, écoutant sa mère se faire insulter. Elle était une conteuse, une fille qui était sortie de l'obscurité pieds nus avec une robe blanche et un cœur fier. Elle marcha avec assurance, se retourna une fois et se tint devant le microphone. Il y a des choses que personne ne peut enlever, comme la foi, comme la dignité, comme un rêve de robe blanche. Toute la salle se leva pour applaudir. Dans le public, Marie pleurait, mais cette fois, c'était de joie. Elizabeth Turner, assise plus loin, serra la main de Véronica et murmura « J'ai vu des centaines de mannequins, mais aucun comme cette fille. » Véronica sourit, parce qu'elle ne fait pas que marcher. Elle marche pour les millions de personnes qui ont un jour été appelées des déchets. À la fin du spectacle, Lucy fut emmenée en coulisses pour rencontrer une fille plus jeune qui pleurait. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda Lucy. « Ma robe s'est déchirée et tout le monde s'est moqué de moi. » Lucy s'agenouilla, enleva son propre nœud blanc et l'épingla sur l'épaule de la fille. « Voilà, maintenant ta robe est une robe de princesse, » sourit Lucy. « Et tu sais quoi? Une vraie princesse n'est pas quelqu'un qui porte de jolies robes. C'est quelqu'un qui ose protéger ses rêves. » La petite fille la regarda, puis sourit. Lucy se détourna et continua de marcher, le cœur aussi léger que le vent. L'histoire de Lucy et Marie fut publiée dans de grands magazines. Certains proposèrent même d'en faire un documentaire. Mais pour Lucy, la célébrité n'était pas ce qui comptait. Ce qui comptait, c'était de retourner dans l'ancien quartier des bidonvilles, en distribuant des cartes manuscrites à tout le monde. Peu importe où vous vivez, vous avez le droit de rêver. Et si quelqu'un piétine ce rêve, ne restez pas silencieux. Parlez. Parce qu'une vraie princesse n'a jamais peur du noir. L'histoire de Lucy et Marie nous rappelle que, peu importe sa pauvreté ou son mépris, chaque personne mérite le respect et la dignité. Personne n'a le droit de piétiner les rêves ou l'estime de soi d'autrui. C'est la résilience, le courage de s'exprimer et la gentillesse qui ouvrent la porte au changement. La justice peut venir lentement, mais si nous ne restons pas silencieux, elle viendra. Et par-dessus tout, l'amour d'une mère, la foi et l'espoir sont les lumières les plus brillantes pour nous guider à travers les ténèbres. Si vous avez apprécié cette histoire, nous vous invitons à lui donner un « j'aime » et à vous abonner à notre chaîne. Votre soutien nous motive à continuer à vous proposer des histoires touchantes presque tous les jours. Nous vous sommes très reconnaissants de votre soutien. À bientôt.